Les conséquences sont lourdes. Si vous regardez le prix de l'électricité, il a augmenté de 120% en 10 ans. Si je compare 2025 à 2015, ce qui, comparé à l'inflation, fait une augmentation de 3 à 4 fois plus importante que l'inflation. Bonjour et bienvenue sur Mantara TV. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Anne Lauvergeon, une figure incontournable de l'industrie du nucléaire. Agrégée des sciences physiques, ingénieure en chef des mines, elle a marqué l'histoire en fondant Areva, qu'elle a hissé au rang de leader mondial du nucléaire. Aujourd'hui, à la tête d'ALP, elle conseille entreprises, gouvernements et entrepreneurs sur leur stratégie. Convaincue du pouvoir des idées, elle a publié récemment chez Grasset un secret si bien gardé. Mais quel est donc ce secret? Anne Lauvergeon, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est une très bonne question. Je chemine avec ce livre depuis un certain temps. C'est-à-dire? Ça fait quelques années, disons, que je pense que la politique européenne, la politique française a un petit peu perdu de vue le fait que l'énergie, c'était un peu la mère des batailles. Qu'on ne pouvait pas considérer l'énergie comme quelque chose de secondaire, alors même que la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde le voient comme un élément fondamental. Or, c'est vrai qu'en Europe, on a un petit peu perdu ce sens. Alors, on a connu la crise 2021-2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine et des difficultés d'EDF. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Et en parler au plus grand nombre, c'est-à-dire de manière très simple. Parce que faire un livre pour les spécialistes, c'est ça, en effet, c'est beaucoup moins intéressant. Ça se lit très facilement. C'est fait pour, mais merci de le dire, c'est important. En fait, c'est fait pour le grand public. Exactement. Alors, dans ce livre, vous évoquez un secret si bien gardé. Alors, quel est ce secret? Je vais vous le dire. Oui. Le secret si bien gardé, la France a fait le choix, à partir de 1973 et la première crise pétrolière, de développer énormément de nucléaire. Donc nous avons un parc nucléaire très significatif. On a 57 réacteurs aujourd'hui qui fonctionnent. Et quand vous regardez les chiffres de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'Agence des Nations Unies, qui fait foi et qui enregistre tout ce que les opérateurs font, eh bien vous voyez que la France est très mal placée malgré ses 57 réacteurs. C'est-à-dire que nous produisons, sur notre parc nucléaire qui est très important, nous produisons 67% de ce que nous pourrions théoriquement produire. Or ça, c'est un des chiffres les plus mauvais dans le monde. Donc en fait, mon secret si bien gardé, c'est qu'on pourrait produire son nouveau réacteur nucléaire, beaucoup plus d'électricité avec le parc nucléaire existant. Et c'est une formidable surprise, puisque sans grand investissement, on peut produire beaucoup plus d'électricité décarbonée. Et ce phénomène-là, que vous venez d'évoquer, ça existe depuis combien de temps? Est-ce que c'est récent ou ça a toujours été comme ça, malgré en fait la capacité, la grande capacité du parc nucléaire français? Alors votre excellente question pose, je suis obligée d'y répondre en plusieurs phases. Ouais. C'est-à-dire que dans les années 70-80, on ne savait pas, au niveau mondial, on ne savait pas utiliser des réacteurs nucléaires au maximum de leurs possibilités. Donc tout le monde faisait 70-75%. Donc EDF n'était pas parmi les premiers, mais il était bien placé. Et puis, de 75% d'utilisation en 1985, on est passé donc peu à peu, on a descendu les marches. Donc aujourd'hui, effectivement, on est très loin devant des gens qui ont des parcs nucléaires encore plus vieux que nous. Donc c'est pas une question d'âge des réacteurs, c'est pas une question... mais force est de constater qu'on peut faire beaucoup mieux. En fait, vous évoquez le chiffre de 67%, oui. Alors que, on va dire, le bon chiffre, c'est 100%.
Personne ne fait 100%. Personne ne fait 100%. Mais Personne quel ne est le fait bon 100%. chiffre, le bon indicateur? Personne ne fait 100% parce que vous devez arrêter les réacteurs nucléaires C'est ça. pour changer le combustible, C'est ça. pour faire de la maintenance, Ouais. etc. Alors, écoutez, je sais pas, je prends les réacteurs les plus anciens au monde, ce sont les réacteurs américains. Ils ont 10 à 15 ans de plus en moyenne que les réacteurs français. Il y a plusieurs opérateurs, il y a des technologies différentes. Ils fonctionnent 91-92% du temps depuis 10 ans. Voilà, c'est une bonne référence, je trouve. 92%, c'est un fonctionnement très harmonieux. Et sachant que là aussi, je parle sous votre contrôle, la moyenne européenne est de 85%, c'est ça? Un peu au-dessus de 85%. Un peu au-dessus, ouais. Voilà. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez, on va dire, cette sous-performance française? Alors, la sous-performance d'EDF, parce que c'est Ah, pas d'EDF. français, je pense pas que... Ah bon? Je pense qu'on peut l'expliquer C'est de EDF façon Ouais. différente. D'une part, moins vous produisez, plus vous faites monter le prix de l'électricité. Et donc, vous gagnez effet. plus d'argent. Premier élément. Tout ce qui est rare est plus cher. Le deuxième élément, c'est qu'on a placé historiquement, il y a une petite quinzaine d'années, on a placé EDF sous le ministère de l'Environnement, quelle que soit son appellation, et les ministres de l'Environnement successifs en France ont été plutôt anti-nucléaires. Donc il fallait baisser le niveau du nucléaire pour laisser toute la place aux renouvelables. Donc ça, c'est le deuxième impact. Et puis le troisième impact, c'est que chez EDF, on a l'esprit assez maison, et comme toutes ces technologies qui ont permis, ces méthodes qui ont permis de produire plus sur les parcs, ça n'a pas été inventé chez EDF. Donc il y a une suspicion chez EDF par rapport à ça. Voilà, donc il faudrait demander aux gens d'EDF, au comité exécutif d'EDF, mais c'est un mélange des trois, je crois. Mais dans ce cas-là, quelles sont pour nous, consommateurs français, les conséquences de tout cela, surtout sur le prix de l'électricité que nous payons? Les conséquences sont lourdes. Si vous regardez le prix de l'électricité, il a augmenté de 120% en 10 ans. Si je compare 2025 à 2015, ce qui, comparé à l'inflation, fait une augmentation de 3 à 4 fois plus importante que l'inflation. C'est donc ça le secret que vous donnez à révéler dans votre livre? Oui, alors c'est un secret qui est en même temps une très bonne découverte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire plus, sans grand investissement. Ouais. En général, vous savez, les secrets, on garde secret les choses qui sont ennuyeuses, embêtantes, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Là, c'est une formidable nouvelle. Et pourtant, pas seulement pour la France, puisque la taille du parc fait que si on augmente effectivement la production de chaque réacteur, on va augmenter la production du parc de manière très, très forte. Et quand on calcule, c'est à peu près l'équivalent de 8 EPR2 potentiels que nous avons gratuits sur le parc. C'est quand même une merveilleuse découverte. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'État français ne fait pas le nécessaire pour justement produire plus par rapport à la capacité existante? Il ne s'agit même pas d'investir, n'est-ce pas? Il s'agit tout simplement de remettre, on va dire, au travail les réacteurs nucléaires. J'explique avec mes mots et de façon très simple. Mais vous avez tout à fait raison. Et j'ai fait ce livre pour ça. Que l'État français se rende compte, et j'ai d'ailleurs pas mal de réactions, se rendent compte qu'ils ont une pépite, un gisement d'électricité décarbonée énorme, et une façon de faire baisser le prix de l'électricité en France, en Europe, parce qu'il y a toutes les exportations, Exactement. et puis également de décarboner notre économie de manière beaucoup plus facile. Exactement. Et en plus, on peut exporter, n'est-ce pas, comme vous venez d'expliquer, et ça apporte on va dire, un revenu supplémentaire. Exactement. Ouais. J'imagine que vous avez dû l'envoyer au président Macron et à d'autres présidents. Absolument. Alors, quelle a été sa réaction? J'ai un certain nombre de réponses. Alors, en ce moment, je dirais que la réponse la plus cohérente, on la jugera au mois de septembre, c'est la discussion qu'il y a à l'Assemblée nationale sur les futurs investissements dans le parc électrique. Donc nous allons voir effectivement, alors ça dépend des partis politiques, ça dépend des personnes, on va voir. Moi, vous savez, je suis scientifique.
Donc j'attends les résultats. Ouais. Grâce à ce livre, on va y arriver. Hein. Vous êtes plus ou moins entendu au plus haut niveau de l'État français. Entendu, je ne sais pas. Entendu, oui. Comprise, je l'espère. J'attends de voir. Vous savez, moi, je suis très pragmatique. On peut vous dire des choses, puis après en faire d'autres. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec ce livre, vous avez joué le rôle de lanceuse d'alerte, non? Oui, je pense un peu. Une lanceuse d'alerte. Et en même temps, je crois que aussi une sorte de réveil. De réveil parce que l'Europe, et je parle beaucoup de la politique énergétique européenne, est passée un tout petit peu à côté de toute la problématique de la compétitivité en étant obsédée par la lutte contre le changement climatique, ce qui est très bien, mais il faut aussi regarder le prix de l'électricité, le prix de l'énergie, et c'est un sujet qui est, je crois, très important dans le monde actuel. Donc le problème que vous évoquez dans ce livre, il n'est pas exclusivement français, il est européen. Il est européen, mais nous avons une chance, nous Français, c'est d'avoir eu cet énorme investissement fait entre le milieu des années 70 et le dernier réacteur avant l'EPR a été construit, c'est Civaux en 2000. Donc c'est un énorme effort collectif. On a fait cet investissement. Profitons-en. Ouais. Quand on lit bien votre livre à tête reposée et entre les lignes, on a l'impression que cette sous-capacité du parc nucléaire français est plus ou moins organisée. Et on a l'impression que l'État français semble vouloir privilégier à tout prix le solaire et l'éolien sans chercher à optimiser pleinement les capacités du parc nucléaire existant. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce qu'on sort d'une période, alors je pense qu'on en sort par étapes, mais on sort d'une période, ce que j'appelle le modèle allemand. Le modèle allemand, ça a infusé dans toute l'Europe, en particulier à la Commission européenne, mais aussi en France, dans beaucoup de pays. Le modèle allemand, c'était très simple, on mettait des renouvelables en devanture, et puis derrière, on ne disait pas trop, mais il y avait beaucoup de charbon et beaucoup de lignite, quand même pas très bon, pas très environnemental, et puis le gaz russe. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait exploser ce beau modèle. Et on voit bien que l'Allemagne est très demandeuse, parce que si les renouvelables, moi je suis très pro-renouvelables, mais le problème des renouvelables, je parle éolien et solaire, c'est qu'ils sont intermittents. Et qu'on ne sait pas stocker une grande quantité d'électricité entre deux intermittences. Donc, il faut des façons de produire de l'électricité stables. Alors, il y a le gaz, il y a le charbon, le lignite et le nucléaire. Et l'hydraulique alors? Alors l'hydraulique c'est aussi du renouvelable. Ouais. Hein, et alors l'hydraulique c'est une façon, on peut stocker un peu, mais on ne peut pas stocker énormément. Alors c'est un moyen de stocker de l'électricité très, très efficace, le rendement est de 75%, mais il faudrait des barrages aussi grands que les Trois Gorges pour arriver à stocker plus d'électricité. Donc on a besoin de rubans d'électricité constants, et un pays comme l'Allemagne par exemple s'est réveillé après la crise énergétique née de l'invasion de l'Ukraine dans une situation extrêmement difficile. On le voit aujourd'hui, avec des conséquences économiques très lourdes. Donc la force de la France, c'est d'avoir cette source d'énergie stable pour elle-même, mais aussi dimensionnée de telle façon qu'on peut en vendre, plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui, à nos voisins qui ont fait le choix des renouvelables un peu en dents de scie. Est-ce que les décideurs français, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau d'EDF, ont été plus ou moins influencés par le modèle allemand, à votre avis? Très influencés par le modèle allemand. Ouais. Le modèle allemand a infusé dans les médias, a infusé chez les politiques, il a infusé chez les intellectuels. Ça paraissait irrésistible. C'était l'écologie politique, les Grünen, etc. Et vous voyez que la Commission européenne, Madame von der Leyen, a été très sous influence là-dessus. Alors, ça bouge tout ça en ce moment, ça bouge.
Le chancelier Merz a annoncé, par exemple, qu'il ne lutterait plus contre certaines technologies, le nucléaire, pour lutter contre le changement climatique. Donc on a vraiment une sorte de révolution copernicienne en ce moment. Et c'est une bonne chose plutôt. C'est une très bonne chose, mais plus vite elle aura lieu, mieux ça sera. Exactement. Donc, en quelque sorte, votre livre s'inscrit dans cette évolution copernicienne, j'espère. Si on peut faire tourner un peu plus vite, ça sera encore mieux. Encore mieux. Alors, selon vous, quel serait le mix énergétique idéal pour la France? Alors ça, par définition, c'est vraiment au monde politique de le décider. Et vous êtes une scientifique de très haut niveau, vous pouvez donner votre avis. Je peux donner mon avis. Je pense que d'abord, ça paraît tellement évident, il faut utiliser ce qu'on a. C'est-à-dire utiliser le parc nucléaire que l'on a, utiliser l'hydraulique, les grands barrages que nous avons, c'est aussi une très grande force parce que c'est l'électricité la moins chère, l'électricité qui vient de l'hydroélectricité. Hydraulique, d'accord. Donc il faudrait qu'on la développe. Alors pas faire de nouveaux barrages parce que les gens n'acceptent pas, mais mettre des nouvelles turbines, investir dedans, les moderniser. Et puis après ça, la quantité de ce dont on a besoin en plus, il faut regarder comment on va renouveler le parc nucléaire, à quelle vitesse. Alors peut-être pas à la vitesse dont on parle aujourd'hui, qui est à mon avis un peu excessive, qui coûterait très cher, mais aussi faire quel renouvelable, comment, dans quelles conditions de subvention, parce que ce qui n'est pas très connu par les Français, alors j'imagine encore moins nos amis chinois, c'est que en France, tous les investissements, toutes les subventions, toutes les connexions sont payés par le consommateur d'électricité. Donc, comme vous et moi. C'est pour ça qu'on a fait plus 120% en 10 ans. Alors ça pose un problème. C'est même scandaleux, vous ne trouvez pas? Moi je trouve oui, c'est bien pour ça que je pense qu'il faut changer. Je trouve qu'il est nécessaire bien sûr d'investir, mais il faut investir de manière adéquate. Et non pas comme ça un peu à l'aveugle. Et puis des prix très chers de l'électricité, ça veut dire qu'effectivement pour les gens qui sont dans des situations difficiles, ça devient de plus en plus difficile de payer sa consommation. Et puis pour les entreprises, les industriels, c'est quelque chose qui n'est pas compétitif aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il y a du travail à faire. Alors donc, encore une fois, quel est le mix énergétique que vous conseillez entre le nucléaire, l'hydraulique, le solaire et l'éolien, par exemple? Moi, d'abord, je pense qu'il faut privilégier pour l'électricité tous les moyens qui ne font pas d'effet de serre, qui ne participent pas au changement climatique. Qui ne produisent pas de CO2. Voilà. Moins on fait de fossiles, mieux on se porte. Donc, effectivement, tous les moyens que vous citez doivent être développés. Moi, je considère que vraiment ça doit résulter d'un grand débat public, Alors il y a eu des débats, mais qui ont été un peu... Alors c'était la période aussi où l'écologie politique voulait capturer le débat, et donc on était toujours entre pro-nucléaire, anti-nucléaire, pro-renouvelable, anti-renouvelable, qui est un débat, comment dirais-je, très primitif. Soyons intelligents. Je me souviens, sous la présidence de François Hollande, c'est même le président Hollande qui a dit qu'il allait baisser le nombre de réacteurs nucléaires de 50%. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, la loi qui l'organisait va être modifiée, c'est plus du tout d'actualité. Le président Macron, en commençant son mandat, avait annoncé la fermeture de Fessenheim, ce qu'il a fait. Et puis au début, il avait dit on pourrait aller jusqu'à stopper 14 réacteurs. Là, on est dans le modèle allemand. Et puis, ça c'était en 2019, début 2022, il a dit on va faire 14 nouveaux réacteurs. Donc on est passé de moins 14 à plus 14. Ça fait 28 réacteurs de différence, c'est énorme, la moitié du parc. Donc là, je pense que... Ça veut dire qu'il fait de anti-Hollande? Au début, il a fait du super Hollande aussi. Donc, ce qui montre quand même que les esprits ont beaucoup changé.
C'est ça. Mais quand il dit plus 14 réacteurs, 6 tout de suite, je pense qu'il faut le faire à la vitesse de la nécessité. Et la nécessité, pour moi, c'est une forme de rationalité. Commençons à faire fonctionner ce qu'on a, plutôt que d'aller dépenser beaucoup d'argent. Alors, toujours par rapport à la sous-capacité du parc nucléaire français, vous écrivez « L'Union européenne a sa part de responsabilité, certes, mais les gouvernements français successifs aussi. Dans ce cas-là, on aimerait savoir quelle est exactement la part de responsabilité de l'Union européenne et quelle est celle des gouvernements français successifs. » L'Union européenne, je vous dis, a totalement adopté le modèle allemand, c'est-à-dire les renouvelables, les renouvelables, les renouvelables. C'est-à-dire le solaire, l'éolien, l'éolien, le solaire, l'hydraulique moins. Non, c'était le modèle allemand. Le modèle allemand, l'hydraulique pas beaucoup. Mais sans le nucléaire. Et contre le nucléaire. Ils sont à fond contre le nucléaire. Alors ça change. Je vous dis, ça c'était les 10-15 dernières années. Ouais. Et puis, alors il y avait le modèle allemand, il y avait le modèle britannique. Alors, le modèle britannique, c'était la concurrence. Il faut mettre en concurrence tous les acteurs, il faut couper en morceaux les monopoles nationaux. Alors bon, en France par exemple, je prends EDF, on l'a coupé en 3. Il y a EDF Production, il y a Enedis Distribution et RTE qui fait les réseaux. Cette politique de concurrence a été mise en œuvre sur l'idée que ça permettrait de faire baisser les prix pour les consommateurs. Alors, les Britanniques sont allés le plus loin dans ce domaine. Quand vous regardez, il n'y a plus d'acteurs britanniques, sauf le réseau, National Grid, et le courant électrique en Grande-Bretagne est le plus cher d'Europe. Donc la politique en faveur du consommateur n'a pas montré vraiment... Donc l'Europe, elle a suivi modèle britannique, modèle allemand, les résultats ne sont pas éblouissants. Dépendance au gaz russe... C'est ça. Donc je pense que la Commission européenne est en train de réviser profondément sa vision. Et en France, on a été résistant contre le fait de couper en morceaux, l'ouverture des marchés, on l'a fait. Et comme je le disais, le modèle allemand a inspiré beaucoup de politiques, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de médias, de journalistes, et à un moment donné, tout le monde pensait que c'était la solution, le modèle allemand. Et on est en train d'y revenir, mais quand vous regardez les présidents français successifs, chacun a fait des choses qui n'allaient pas dans le sens d'un bon développement nucléaire. Peut-être qu'aujourd'hui, avec son changement d'attitude, je parle par rapport au président Macron, on est peut-être plus en faveur du développement du nucléaire, non? La société française a beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'on est à nouveau dans un contexte où les Français, majoritairement, ont compris que c'était une énergie décarbonée, parce que pendant très longtemps aussi, on a fait croire que ça produisait... Vous savez, dans un réacteur nucléaire avec un réfrigérant, vous avez un panache, c'est de la vapeur d'eau. Eh bien, il y a des gens qui pensaient que c'était du dioxyde de carbone. Donc, et on ne leur disait pas le contraire. Non, donc les esprits changent. Alors, la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses, a rebattu notamment les cartes énergétiques. Est-ce que la France a anticipé tous ces bouleversements, à votre avis? La France, il y a très longtemps, oui, puisqu'il y avait l'idée de l'indépendance énergétique, de la souveraineté énergétique. C'était un sujet très... Ça date du président de Gaulle, non? Ça date, oui, enfin la grosse accélération, c'est Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, mais qui a continué après. C'est-à-dire que ça a été un effort qui a duré très très longtemps. J'avais été interrogée par 60 Minutes, qui nous avait fait un reportage sur Areva, et il m'avait posé 2 questions assez amusantes. La première qui était... mais comment un pays aussi versatile que la France a-t-il pu avoir une politique aussi continue? Et c'est vrai jusqu'au début des années 2000, on est vraiment avec une politique de très long terme. Et puis la deuxième question, c'est comment un pays aussi macho que la France peut avoir une femme à la tête de l'industrie nucléaire. Donc c'était pour eux, pour des Américains, c'était très... Alors
quelle a été votre réponse? Ah ben la première question, c'est non, je pense que nous avons été en France assez traumatisés par la guerre d'Algérie. Et l'idée de dépendre du gaz algérien, non? Du gaz algérien et du pétrole du Moyen-Orient après la première crise pétrolière, l'indépendance énergétique est devenue un sujet extrêmement important pour la France, plus que les autres pays européens. Et la deuxième question, le problème est réglé, je ne suis plus à la tête d'Areva. Donc, mais c'est la vision que les Américains avaient de la France, je ne sais pas, pays macho, je ne sais pas. En tout cas, vous avez marqué l'histoire du nucléaire français. On avait réussi à devenir leader mondial. Et ça, c'était très important. Bravo. Et je suis très heureuse qu'on ait pu construire des coopérations étroites avec la Chine. On y reviendra. Exactement. Alors, je vais vous citer une actualité sur laquelle nous avons, Mandarin TV a fait un reportage. C'était en juin dernier, nous avons fait un reportage sur le projet ITER. Alors pour nos téléspectateurs, ITER, encore une fois, je parle sous votre contrôle, c'est le plus grand projet international qui vise à démontrer que la fusion peut être utilisée comme source d'énergie à grande échelle, parce qu'elle est non émettrice de CO2, pour produire de l'électricité. Alors pour cela, je vous propose de regarder tout d'abord un reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2025 et nous nous trouvons sur le site d'ITER. ITER, c'est le plus grand projet international qui vise à démontrer qu'on peut utiliser la fusion comme source d'énergie non émettrice de CO2 et à plus grande échelle pour produire de l'électricité. Eh bien, au cœur du projet ITER se trouve le tokamak. C'est à Catarache, sur la commune de Saint-Paul-les-Durance, à Marseille, que se trouve le tokamak, réacteur à fusion nucléaire en cours de construction. Peu avant notre visite du tokamak, Loïc Delon, vice-directeur du projet ITER, nous a présenté de façon succincte le projet ITER, en expliquant d'abord l'essentiel de ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire. En résumé, deux voies existent pour libérer de l'énergie nucléaire, soit assembler des très petits noyaux d'atomes comme tritium pour en faire de plus gros, c'est la fusion, soit casser des gros noyaux d'atomes comme uranium pour en faire de moins gros, c'est la fission. Les deux processus libèrent une forte quantité d'énergie sous forme de chaleur qui sera exploitée pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, la fission est utilisée dans les réacteurs du monde entier. C'est un processus technologique que l'homme maîtrise parfaitement, alors que la fusion, elle, est encore à l'état d'expérimentation à travers la construction du tokamak, terme russe qui désigne le réacteur à fusion composé de chambres à vide et de bobines magnétiques. Le tokamak d'ITER mesure 29 mètres de haut et pèse 23 000 tonnes. La fusion qui se produit à l'intérieur du tokamak n'utilise ni uranium ni plutonium. Afin que la fusion démarre, le tokamak doit produire une chaleur de 150 millions de degrés, soit une température 4 fois supérieure à celle du Soleil. Enfin, la discipline scientifique qui est au cœur de la fusion est la physique des plasmas. Le plasma, c'est un gaz chaud, un mélange d'électrons de charge électrique négative et d'ions chargés positivement. C'est ce gaz qui va fournir l'environnement dans lequel des éléments légers peuvent fusionner et générer de l'énergie. Quels sont alors les avantages d'un réacteur à fusion par rapport au réacteur à fission? C'est essentiellement une énergie sûre et propre, car l'énergie de fusion est une source d'énergie non polluante, sans déchets radioactifs à longue durée de vie et aux ressources illimitées, ce qui résoudra fondamentalement les problèmes énergétiques de l'humanité. Le projet ITER ne va plus utiliser d'uranium parce que ce réacteur est capable de produire
une chaleur équivalente à celle de 4 soleils. Ça veut dire que donc on va produire une énergie, on va dire de l'électricité vraiment propre, non émettrice de CO2. Et surtout, la question que je vais vous poser, c'est que est-ce que ce serait un compromis idéal entre l'énergie solaire et le nucléaire? Bah oui, enfin, quelque part, c'est de la très 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 haute technologie, c'est de la recherche de tout premier plan. 33 pays. 33 pays parce que faire ça pays par pays, ça coûte extrêmement cher, donc le faire ensemble, je pense que c'est vraiment une très très bonne approche. Alors, c'est extraordinairement ambitieux et en même temps, si on y arrive, c'est formidable, c'est effectivement reproduire ce qui existe dans le Soleil. Et donc une source de chaleur, d'énergie considérable. Alors, on en parle beaucoup depuis les années 60, avec, je dirais, toujours un peu la même perspective, c'est-à-dire de se dire dans 20 ans, on va y arriver. Alors 60 c'était les années 80, 80 c'était les années 2000, 2020. Bon là on sait que on n'aura pas de solution avant 2040 ou 2045. Et là on est sur de la recherche. Après il y a toute l'utilisation industrielle. Ouais. Donc ça ne nous exonère absolument pas de trouver des solutions pour maintenant. Alors, mais c'est vrai que c'est un enjeu considérable. Alors, quand on dit ça fait pas de déchets, c'est pas entièrement vrai parce que. Bon. Et quels seraient les déchets alors, puisque parce que on va envoyer des radiations très fortes sur des contenants qui vont eux-mêmes être impactés. Donc, on sait pas. On n'est pas le soleil. On ne sait pas faire le soleil dans un petit. Moi, je considère ça comme. On va dire un soleil artificiel, non? D'abord, c'est tout petit par rapport au soleil, hein, soyons Mais ça a honnêtes. la capacité de 4 soleils en termes d'émissions de chaleur. En même temps, on ne sait pas, on ne l'a pas fait. On est en train de parler de vraiment un programme de recherche. Un programme de recherche qui demande une instrumentation, des conditions très très particulières. On va voir. Mais j'espère que ça va marcher. Je serais ravie que ça marche. Mais le jour où ça marchera, est-ce que ça va remettre en cause de fond en comble le modèle existant, c'est-à-dire les réacteurs à fission nucléaire? Parce que là, oui, aujourd'hui, on casse des gros noyaux, alors que là, on va fusionner des petits noyaux. Donc c'est vraiment un monde très différent. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire oui. Vous y croyez, vous, physicienne de haut niveau? Non, je pense que, vous savez, le charbon, on utilise toujours du charbon, et pourtant on a trouvé mieux, ça s'appelait le pétrole. Le nucléaire n'a pas fait disparaître ni le charbon, ni le pétrole, ni le gaz. Je pense qu'on a besoin de différentes solutions. Et cette vision parfois un peu, comment dirais-je, théorique, une énergie qui va manger toutes les autres, non. Je pense que ça dépendra du prix. À quel prix on va faire ça? C'est vrai, ouais. Combien va coûter? On n'a aucune idée aujourd'hui de ce que serait un réacteur de fusion industriel. Combien ça coûte à l'investissement? Quelle est la durée de vie? Tout ça, on n'en sait rien. Donc je pense qu'il ne faut pas trop anticiper. Attendons de voir. Alors, vous avez vu qu'il y avait une entreprise américaine, enfin une société américaine qui avait annoncé qu'elle avait réussi à faire de la fusion, annonce qui a été faite il y a environ 1 an, et puis après plus rien. Donc on n'est pas non plus... il peut se passer quelque chose qui fait que ça ne vienne pas d'un énorme projet, mais peut-être de quelque chose de beaucoup plus petit. Je ne sais pas. Il peut se passer quelque chose. Ouais, donc on marche à tâtons, encore une fois. On marche à tâtons. Moi j'avais été visiter, Bill Gates m'avait fait visiter son projet de réacteur nucléaire à Seattle. Il y a des initiatives. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les Small Medium Reactors, les SMR, qui sont des façons de faire de l'électricité certainement un peu plus chères que les gros réacteurs, mais qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de start-up qui font des SMR, donc les meilleurs surnageront.
Ça se passe toujours comme ça. Donc, attendons de voir. En tout cas, d'après ce que nous avons obtenu comme information, ce projet, il est plus ou moins, on va dire, il en est au stade final. De construction. De construction, hein. De construction, parce de qu'après... construction, ah oui. Et oui, après, il va falloir commencer les expériences, les essais, éventuellement faire modifier des installations. Ah non, c'est pas pour demain matin. Mais c'est pour ça qu'il fallait se grouper à pas mal de pays, parce que ce sont des investissements considérables. Considérables. À Cadarache, où je me souviens, c'est là où la science rencontre aussi la vie. Et pourquoi ils ont choisi Cadarache alors? Ah, ça a été une grosse discussion. Il y avait un certain nombre de pays candidats. Et les deux derniers, c'était Cadarache et, en France, et le Japon, Aomori, dans le grand nord du Japon. Et finalement, c'est Cadarache qui a été choisi par les différents pays. Mais je disais, je me souviens de Cadarache, d'avoir vu un spectacle, c'est un centre de recherche, Cadarache, dans une pinède, hein, c'est très agréable, très joli. D'avoir vu une mère sanglier, une laie, avec ses petits marcassins, au milieu du parc. Donc vous voyez, vous avez des essais sur des choses très compliquées sur le plan scientifique, et puis à côté, vous êtes dans une forêt avec des animaux qui vivent. La cohabitation entre la science, les animaux et les humains, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est vrai que c'était formidable de voir ces tout petits sangliers et bébés en train de marcher à côté des scientifiques. Vous avez dirigé Areva dans un contexte de très forte compétition internationale. Eh bien, quels enseignements en avez-vous tiré pour l'industrie nucléaire française et européenne? Premier enseignement pour moi très, très, très clair, c'est qu'il faut absolument avoir un modèle que j'appelle un peu Nespresso. Vous savez, Nespresso, ils vendent du café, voilà. Ils vendent les cafetières et ils vendent les capsules de café. C'est ça. Et le recyclage. Eh bien, le nucléaire, je pense que c'est pareil. Il faut avoir une entreprise qui fait à la fois les réacteurs et qui sait faire les services aux réacteurs, aider les opérateurs nucléaires, et puis qui va chercher de l'uranium, qui le transforme, qui fait du combustible, le recyclage du combustible, tout est intégré. Et c'est ce modèle-là, le modèle Areva, qui a été copié dans beaucoup de pays au monde, qu'hélas, la France a laissé tomber. C'est-à-dire qu'on a coupé en France en deux, au moment où on pensait que le nucléaire n'avait pas un grand avenir, puisqu'on pensait que c'était un peu passé de mode, on a coupé les réacteurs du cycle du combustible. Et le résultat, c'est qu'effectivement, la France n'est plus leader mondial. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez bon espoir qu'on revienne sur le modèle d'Areva? Moi, je pense toujours que le pragmatisme et les faits expérimentaux finissent toujours par gagner, ou alors c'est qu'on est vraiment dans une volonté de nuire. Donc j'espère, oui, j'espère. Depuis que je suis partie d'Areva en 2011, la France n'a pas vendu un seul réacteur. Et entre-temps, si j'ai bien compris, et encore une fois, je parle sous votre contrôle, la Chine a beaucoup progressé dans le domaine du développement nucléaire, n'est-ce pas? Mais vous savez qui est le leader maintenant? C'est plus la France, c'est pas la Chine, c'est la Russie. C'est la Russie. La Russie a 25 réacteurs en dehors de Russie contractualisés. Ah, et pourquoi la Russie alors? Alors, ils ont pris le modèle intégré, Nespresso. À la Areva. Voilà. Et puis, je dois dire qu'après Fukushima, le président Poutine a décidé de continuer le nucléaire à fond, sans changement, sans... Et puis, ils ont mis en place des financements très attractifs. Par exemple, la Hongrie, qui a acheté 2 réacteurs nucléaires russes, ne commence à rembourser, ne commence à payer ces réacteurs qu'au moment où ils produisent de l'électricité. Ça, c'est très attractif pour un pays tiers. Si j'ai bien compris, la Chine aussi est à fond, en fait, sur le développement du nucléaire, non?
Alors, la Chine a connu des périodes très variables sur le nucléaire. Il y a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Ah, oui. Après Fukushima, il y a eu 3 ans un peu d'arrêt. Et je pense que c'est là où la Russie a pris sa place. Parce qu'après la catastrophe à Fukushima, tout le monde pensait que le nucléaire, encore une fois, après la catastrophe à Tchernobyl, a encore fait des dégâts. Hein. Des dégâts, oui. C'est pour ça que ça fait peur, non, ça fait reculer. Regardez, vous vous rappelez de la plateforme de mobile aux États-Unis qui a fait une marée noire absolument colossale avec des frais bien plus importants encore. Donc c'est vrai que l'énergie peut être une source problématique pour l'environnement. Mais Fukushima, le Japon est un pays sismique, c'est ça. avec des risques de tsunami, et on sait que le barrage par rapport à un potentiel tsunami, il aurait été de 5 mètres plus haut, on n'aurait jamais entendu parler de Fukushima. Ah. Donc c'est un peu aussi, alors une autorité de sûreté nucléaire japonaise qui n'était pas aussi dure que les autorités de sûreté européennes, par exemple. Donc, on pensait qu'ils étaient beaucoup plus exigeants. Non. Je crois que... Là, ils le sont devenus. Ils le sont devenus. Hein. Et j'ouvre une parenthèse, je crois savoir que après cette catastrophe à Fukushima, les Japonais vous ont appelé au secours, non? Oui. Je me trompe? Alors? Oui, j'étais le premier étranger à être appelé. Ouais. Et ils vous ont demandé des conseils. Quel a été votre diagnostic et analyse? On a mis tout de suite en œuvre des solutions d'urgence, c'est-à-dire avec une entreprise américaine et nous-mêmes, on a mis en place un système pour décontaminer l'eau qui était en très grande quantité sur le site, puisqu'ils étaient envahis par l'eau de mer, mais en plus, il fallait absolument décontaminer cette eau, parce que le risque de pollution autour était colossal. Donc on a mis ça en œuvre très vite. Et... Ah oui, non, mais il faut aider les gens dans la peine. Alors, si vous deviez alerter sur un risque sous-estimé dans les prochaines années, que ce soit au niveau technologique, énergétique ou géopolitique, lequel serait-ce? C'est très difficile aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer sur cette planète. C'est de plus en plus compliqué. Donc la géopolitique est un sujet en pleine évolution. Alors, moi, je dirais qu'on a un risque très important, mais c'est le changement climatique. Le changement climatique. Donc la décarbonation de l'énergie est un sujet absolument considérable. Et on voit bien en ce moment que un certain nombre de pays sont en train de quitter un peu le bateau. Laisse tomber l'accord de Paris, ça c'est très dangereux. On risque tous d'en être des victimes. Et puis, je pense que pour chaque pays, avoir des économies compétitives, ça suppose d'avoir effectivement des sources d'énergie stables et peu chères. Et alors je dis toujours, c'est une expression que j'aime bien, le nucléaire n'est pas la solution, mais il n'y a pas de solution sans nucléaire. Dernière question, on sait que les tensions géopolitiques sont très fortes entre d'une part l'Occident et d'autre part la Chine. Et toutes ces tensions géopolitiques impactent beaucoup en fait les secteurs technologiques et énergétiques. À votre avis, la France et l'Europe doivent-elles se désengager partiellement de leur coopération avec la Chine ou bien au contraire renforcer cette coopération? Pour renforcer des coopérations, par définition, il faut être deux. Mais donc il faut que les deux parties en aient envie. Et moi j'ai le sentiment que la Chine a plutôt envie de renforcer sa coopération avec l'Europe. Alors il faut aussi écouter un peu les Européens et certaines attentes qu'ils peuvent avoir sur certains sujets. Mais je pense que la politique américaine aujourd'hui, qui est quand même assez agressive, tant vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis de l'Europe et que vis-à-vis des autres pays, ça amène assez naturellement quand même de nouvelles coopérations différentes.
Et je dirais aussi que moi je suis un peu inquiète, parce que c'est toujours, vous savez, tous les sujets, la mondialisation, les coopérations multilatérales, ça met beaucoup de temps à être construit. Mais vous pouvez les détruire très vite. Et les détruire, ça a des conséquences économiques, de sécurité, collectives, qui peuvent être considérables. Ouais. Donc, oui, je pense qu'il faut qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire intelligemment. Merci beaucoup Anne Lauvergeon d'avoir répondu à nos questions. Après ce livre, quel serait le prochain sujet? Ah, je n'ai pas encore réfléchi. Pas encore, hein? Ah non. Là, j'ai été vraiment là-dessus. Peut-être un secret si bien gardé d'eux? Écoutez, par exemple. Il faudrait qu'il y ait d'autres secrets, alors. Voilà, exactement.